Et salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais tester pour vous le Huawei P9 avec sa double optique de chez Leica. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On va commencer par regarder ce qu'il y a dans cette magnifique boîte. Alors en plus on a des beaux reflets grâce à la lumière extérieure. Alors je sais pas si vous connaissez l'extérieur. C'est quelque chose qu'on trouve quand on ouvre la porte de chez soi. C'est quelque chose que je viens de découvrir. Ah, et le soleil ça pique les yeux. Donc là-dedans j'ai un câble USB, micro USB en fait qui est ici. Et c'est un USB de type C en fait, qui est long, ça c'est bien. Je sais pas pourquoi sur le 6P il y avait un câble court, c'est des conneries ça. Là on a des écouteurs standards, qui ressemblent à ceux d'Apple un peu, vous savez, ceux avec une forme un peu étrange. Un chargeur classique. Et là-dedans, vous aviez de la lecture, mais je sais pas, la mienne a disparu. Allez, rapidement sur les specs de la bête, le Huawei P9, c'est un appareil avec un écran de 5.2 pouces Full HD, ça lui fait 423 ppi, c'est du IPS Neo LCD, protégé par Gorilla Glass 4, il tourne sur Android 6.0, iSilicon Kirin 955 quad-core 2,5 plus quad-core 1,8. Il y a deux versions 32-64, dans les faits on trouve quasiment que la 32 et en l'occurrence là je teste la 32 avec 3 Go de RAM. Micro SD jusqu'à 128 Go qui utilise le second slot SIM, vous choisissez soit d'être en dual SIM, soit d'avoir une SIM et une micro SD. Vous avez un appareil photo dual 12 mégapixels chez Leica avec 8 mégapixels à l'avant, on regardera ça bien sûr dans un instant, 3000 mAh au niveau de la batterie. Le Huawei P9 c'est un terminal qui coûte 549 € dans sa version 32 Go, je vous ai mis un lien dans la description si vous avez envie de l'acheter. Et dans la version 64 Go, pour l'instant elle n'est pas trop diffusée. D'ailleurs je l'ai peut-être pas dit dans les specs, mais c'est 4 Go de RAM contrairement à celui-ci qui est en 3 Go. Là, comme je vous ai dit, je teste la version 32 et 3 Go de RAM. Alors ces derniers temps, Huawei fait quand même du bon taf niveau design. Celui-ci, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, tiens, ça c'est encore un beau produit de chez Huawei, en aluminium, tout ça, avec des chanfreins, etc. Donc bon, on va faire le tour, mais c'est vrai que c'est un beau produit, avec un écran de 5.2 pouces. Juste au passage, niveau couleur, là j'ai une couleur, honnêtement, je crois que c'est la couleur grise, parce qu'en fait gris c'est noir à l'avant et gris à l'arrière avec cette bande en noir. Cette bande elle doit être peut-être tout le temps noire, mais ça j'ai un doute parce qu'au final vous avez quoi comme couleur? Vous avez ce qu'ils appellent blanc, or rose, gris, c'est a priori celle-là, et argent et or prestige, je sais pas ce que c'est. En tout cas si vous allez sur Vmall, vous avez deux éditions uniquement qui sont proposées à la vente concrètement. C'est la silver, en fait ce qui est la blanche, et la grise, qui est celle-ci, c'est la noire, voilà. Donc si vous voulez voir un peu ce que ça donne en noir, ça donne ça, et en blanc, dites-vous que ça ressemble à peu près à ce genre de choses, là c'est le Mate S. Bon, donc qu'est-ce qu'on a finalement? Un écran de 5.2 pouces, un bel appareil en aluminium avec des chanfreins qui sont beaucoup plus fins que ce qu'on a l'habitude de voir chez Huawei, enfin... Huawei c'est souvent fin, mais là on est quand même sur des... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur des chanfreins fins et des bordures ici légèrement arrondies, comme on peut le trouver sur des terminaux notamment de chez Samsung ou chez Sony éventuellement. Ça va dépendre après, pas en ce moment chez Sony. Mais bref, et sur la droite, donc là ici vous avez la touche on-off verrouillé déverrouillé, le bouton de volume. Sur le dessus vous avez un second microphone. Sur la gauche, le tiroir qui permet d'accéder à la micro SD ou aux deux SIM, enfin ou à la SIM et micro SD ou aux deux SIM, c'est selon. Là en dessous, vous avez le focus impossible, c'est pas grave. On a le jack 3.5 mm, le haut-parleur et le port USB de type C. Donc ça c'est à noter, vous avez bien sûr le chargeur, enfin le chargeur on s'en tape un petit peu parce que c'est standard, mais on a le câble USB type C. Notez que si vous utilisez d'autres chargeurs au quotidien, vous êtes habitué au micro USB, vous aurez besoin quand même d'avoir ce câble type C sous la main, et ça c'est normal, on est en train de switcher vers ce standard, et ça a du sens. Et puis à l'arrière, cette coque plutôt sympa, complètement plate pour le coup. Là, il n'y a vraiment pas de relief au niveau de l'appareil photo. Et appareil photo ici, qui est en fait une barre en haut qui est plutôt sympa avec le double flash LED, double température.
c'est deux optiques de chez Leica. Concrètement, celle de gauche c'est la monochrome, celle de droite c'est la RVB. Et l'association de ces deux choses vont permettre d'un d'offrir des couleurs comme il faut et de gauche d'avoir des détails offerts par le capteur monochrome en plus de pouvoir capter des photos monochromes vraiment sympas, ça vous le verrez. Et puis autre chose également, vous avez ici le scanner d'empreinte digitale que vous pouvez utiliser avec votre doigt comme ça ou avec le doigt que vous souhaitez, c'est le plus logique hein, ici, l'index. Qui permet de déverrouiller l'écran très rapidement, paf, l'appareil très rapidement, à l'instar du Mate S, et également de faire baisser le tiroir des notifications. Vous pouvez aussi nettoyer les notifications, vous pouvez swiper d'une image à l'autre, tout ce genre de choses, et ça c'est bien, parce que c'est des fonctions qui avaient disparu avec notamment le Mate 8, qu'on retrouve ici sur le P9, c'est des fonctions que moi j'utilise régulièrement sur le Mate S et que j'apprécie. Au quotidien, vous verrez, c'est plutôt sympa. Le seul truc que j'ai à noter, là on va faire une transition du coup, je pense, hein, il est temps vers l'ergonomie du smartphone et il fait un peu sombre. Hop, c'est mieux comme ça. C'est que niveau ergonomie, au niveau du scanner ici, je pense qu'il est un peu trop haut. Et vous allez voir, ça c'est un appareil avec un écran de 5.2 pouces, ça le Mate S c'est un appareil avec un écran de 5.5, et quand vous les mettez l'un à côté de l'autre de cette façon-là, vous voyez que le scanner d'empreinte digitale du P9 est plus haut, sur un appareil qui est plus petit. Et il y a autre chose à noter, c'est que la zone du bas, là, je vais essayer de vous montrer ça correctement, hop, on va faire ça comme ça, paf, vous devriez à peu près voir, vaguement, en gros imaginez qu'en dessous, en dessous ici du rond, c'est... putain, mais il y a trop de lumière maintenant. Voilà, c'est mieux comme ça m'apprendra à vouloir profiter du soleil pendant que je fais une vidéo. Alors, donc concrètement, ce que je disais, c'est que là, vous voyez peut-être mal, mais si je le mets à peu... Enfin, comme ça, vous pouvez voir que la barre noire ici, elle s'étend jusqu'à à peu près là où il y a mon pouce. Là, ici, la barre s'étend jusqu'à la fin du blanc. Et finalement, on a une barre ici qui est plus haute. Donc ça, en fait, il y a deux implications à tout ce que je suis en train de vous raconter, parce qu'il y a du sens à ce que je dis quand même. C'est que ce scanner qui est ici, pour aller le chercher, imaginons, je le tiens correctement dans ma main, je sais pas, genre, comme ça. Là, je le tiens bien, je veux utiliser le scanner, mon doigt, il tombe dessus, mais j'ai quand même le doigt assez tendu, si vous voulez, pour aller le chercher. Alors que, par exemple, si vous le tenez comme ça, vous le voyez pas, mais là, je le tiens comme ça. Là, pour aller le chercher, il va falloir tendre le doigt. Et c'est juste, voilà, c'est aussi parce que je suis habitué au Mate S, qui a un scanner d'empreinte digitale qui est beaucoup mieux placé à mon sens. Sur celui-ci, c'est plus compliqué, d'autant plus que j'ai pas spécialement des petites mains. Donc je me demande comment ça se passait pour les gens qui ont des plus petites mains. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Deuxième point, cette barre qui est un peu trop haute. Ça fait que au global, oui, l'écran est que 5.2 pouces, mais finalement, quand vous le tenez correctement en main, vous pouvez pas aller jusqu'en haut, ce qui est un petit peu dommage. Alors, c'est jamais le cas en 5.2, mais on peut souvent aller un poil plus haut que ça. Donc, c'est des petits détails d'ergonomie. Un troisième point également, c'est que certes, le design est franchement stylé, la qualité, tout ça, mais l'alu à l'arrière, en fait, il a tendance à glisser un petit peu. Et comme les chanfreins sont petits, plus les rebords ici complètement incurvés, ça fait que vous avez, quand vous le prenez en main, c'est presque un galet quoi. C'est un design standard, hein, je veux dire. Chez Samsung, on a des designs comme ça, chez Apple aussi. Donc pour moi, par exemple l'iPhone 6S, c'est pas un bon produit ergonomiquement parlant parce qu'il glisse beaucoup en main. Et du coup, il y a plein de gens qui mettent des covers dessus, etc. Et bref, là pour moi c'est à peu près la même chose. Donc ça c'est voilà, c'est trois éléments de design comme ça, d'ergonomie que je trouve un peu dommage. Au-delà de ça, honnêtement, 5.2 pouces c'est quand même assez confortable, il tient bien en main, enfin assez bien en main même si je trouve qu'il glisse. La touche ici, elle a un petit relief, ce qui est assez sympa pour la localiser rapidos. Le scanner empreinte digitale marche bien, il est rapide, ça vous permettra d'accéder rapidement à vos applications, etc. Juste un dernier truc avant de passer à l'écran, c'est que vous n'avez pas de double tap. J'ai regardé dans les options, ça n'existe pas sur ce produit-là. Par contre, bon, vous avez le scanner pour déverrouiller, donc ça peut peut-être éviter. Enfin, vous n'avez pas forcément besoin de double tap, mais encore une fois sur le Mate S, on l'a, donc c'est ça, je comprends pas. Et double tap, donc ça marche pas. Vous pouvez normalement faire, non, ça va être juste sur l'accueil là, ouais. Donc vous pouvez faire ce genre de choses. Alors ça c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est ça qui est un petit peu bizarre. C'est normalement il est censé, peut-être pas avec le, allez peut-être avec le M.
Et je trouve d'ailleurs que le Knuckle Sense, il marche moins bien sur le P9 par rapport aux autres terminaux. Et que faut vraiment taper fort dessus pour que ça fonctionne. Enfin bref, c'est des petits détails comme ça d'ergonomie, mais sinon c'est clair que c'est un très très beau smartphone en termes de design. Bon, côté écran, qu'est-ce qu'on a? Donc du 5.2 pouces en 1080p, c'est du IPS Neo LCD. Les couleurs sont vives, moi c'est ce que j'ai constaté. Concrètement, c'est que les couleurs étaient vives, voire il y en a qui ont noté, je lis souvent les tests d'autres personnes avant de quand même parler, parce que je me dis peut-être il y a des trucs que j'ai loupés, et il y en a qui disent que c'est des couleurs vives artificielles. Bon, je trouve qu'elles sont vives, après ça m'a pas marqué que ça avait un côté un peu artificiel, mais c'est voilà, c'est vif, c'est clair. Et vous avez une légère tendance vers le rose sur les blancs, mais ça vous pouvez ajuster éventuellement dans les paramètres si ça vous saoule. Les noirs sont légèrement grisés, vous voyez pas la caméra. L'écran, je trouve, est assez lumineux. Et là, pareil, il y a des gens qui ont dit qu'il n'était pas assez lumineux. Moi, ça me dérange pas. Je trouve d'ailleurs qu'il est plus lumineux que mon Mate S, mais j'ai pas mesuré avec des outils. Parce que j'ai pas de labo à proprement parler. Les angles de vue sont ok avec la luminosité qui change un peu, ça n'a rien de dramatique. Et la finesse est bonne, hein. On est à 423 ppi, on est tout à fait honorable par rapport à ça. Voilà, moi le seul truc c'est que j'aurais bien aimé peut-être avoir un petit super AMOLED là-dessus. Cela étant dit, là on est quand même pas mal du tout en termes de techno d'écran. Un truc à noter aussi, et ça c'est, enfin je l'ai pas, je peux pas vous le montrer là parce que j'ai enlevé la carte SIM, mais je l'ai testé avec une carte SIM, j'ai testé avec le Wi-Fi, j'ai testé le GPS, tout ça, et grâce finalement au système d'antenne de Huawei, et ça c'est un classique, hein, on en parle chaque année, mais il y a vraiment quand même des efforts qui sont faits niveau qualité de la réception, stabilité de celle-ci, et donc que ce soit niveau Wi-Fi, le signal, le GPS c'est pas trop mal aussi, même si moi je sais que sur mon Mate S j'ai des problèmes de GPS, donc peut-être que vous en aurez là-dessus, mais je les ai pas constatés dans l'immédiat. Dans tous les cas, vous captez super bien, avec un bon débit, il n'y a pas de problème, tout est top. Donc ça c'est bien, c'est un bon point chez Huawei. Généralement, vous capterez très très bien. Mais bon, après, il peut y avoir bien sûr des exceptions, et c'est aussi selon, bien entendu, les opérateurs. Le P9 tout en dessous, Android 6.0 Marshmallow, vous avez une interface que vous connaissez a priori, avec vos notifications ici. Là, vous avez quelques raccourcis. Et ensuite ici, bah c'est honnêtement c'est du classique, hein. Un classique de chez Huawei. Je pense vraiment passer vite pour le coup. Si vous n'avez pas assez d'informations, regardez mon test du Mate Test, vous avez à peu près les mêmes fonctions. On regardera dans les paramètres quand même, il y a des trucs assez sympas. Il n'y a pas de tiroir des applications, tout se passe directement sur l'accueil. C'est une tendance forte que Huawei a d'ailleurs identifiée depuis des années, comme Apple a pu le faire également. Là-dedans, on a tout ce qui est Link Plus. Hein, je vous ai montré ça il y a une petite seconde, c'est un peu lumineux encore. Problème de lumière aujourd'hui. Wi-Fi Plus pour améliorer l'expérience internet qui va pouvoir normalement détecter tout seul certains Wi-Fi à proximité, etc. Pour voilà, c'est ce genre de truc, ça peut être pratique. Roaming Plus qui va normalement repasser rapidement d'un réseau à l'autre quand il est en itinérance, etc. Ça, j'ai pas pu le tester, j'ai pas voyagé pendant le test de ce produit. Signal Plus qui est pour améliorer la stabilité du signal, c'est ce genre de choses. Ça c'est bien. En fait c'est des informations ces trucs-là. Vous n'avez pas besoin de les activer ou désactiver. Il n'y a pas d'option. Peut-être ici juste ouais pour Wi-Fi Plus éventuellement, mais par exemple pour Signal Plus ou Roaming Plus, c'est des infos. Et d'ailleurs on va continuer dans les paramètres. J'avais commencé là-dedans. On a différents styles d'écran d'accueil simple et classique. On a également affichage avec ce que je disais tout à l'heure, la température de couleur, ça c'est vraiment top. Ça devrait être par défaut dans Android, honnêtement. D'ailleurs, je me demande si ça va pas arriver, ce serait bien. Et on peut changer le reste, on s'en fiche, c'est assez classique. Au niveau du son, je crois que j'ai rien vu de particulier là-dedans. Vous avez bien sûr plein de réglages possibles, mais on va pas s'éterniser dans tout ça. Là, le centre des notifications, vous pouvez gérer quelle application a le droit d'envoyer quel type de notification, voire est-ce qu'il a le droit tout simplement d'envoyer des notifications dans votre tiroir. On peut changer si on affiche ou pas l'état de la batterie, ce genre de choses. Ensuite, on a la gestion des comptes utilisateurs, l'identification via empreinte digitale, donc qui vous permet de faire plusieurs choses. Des fonctions qu'on retrouve, qu'on avait perdues, entre guillemets, sur le Mate 8, à savoir par exemple la possibilité d'afficher le tiroir des notifications ici, de visionner des photos. Donc là par exemple je fais un mouvement comme ça,
Et ça, c'est vraiment cool. Et double tap, ça va enlever en fait les notifications à l'écran. Visionnage de photos, je vais vous montrer ça très très rapidement, mais vous pouvez faire comme ça. Et ça, c'est bien. Perso, moi, j'ai un Mate-S, hein, je le répète souvent, mais en gros, c'est les mêmes fonctions, sauf que, par exemple, moi, je sais que ça, je l'utilise jamais. Alors, je pense qu'il y en a qui l'utilisent, mais perso, je l'utilise jamais. Par contre, je me suis très rapidement habitué à ça. Et je passe mon temps à l'utiliser, je déverrouille mon terminal uniquement avec le scanner d'empreinte digitale, et ça marche très bien, et là ici sur celui-là ça va très très vite, donc il n'y a pas de problème, ça marche bien. Assistance pardon, intelligente, vous avez quelques trucs, mais concrètement dans le contrôle par le mouvement, etc., vous avez moins de fonctions que sur un Mate S. Par exemple, le double tap, ce genre de choses, vous ne le retrouvez pas. Mais là, vous pouvez le retourner pour couper le son, vous pouvez le soulever pour diminuer le volume de la sonnerie, l'incliner pour déplacer les icônes, etc. sur laquelle, bon, c'est pas très intéressant. Ce genre de choses. Et puis aussi ça, par exemple, dessiner avec Knuckle Sense sur l'écran une lettre pour obtenir un truc. C'est pour ça d'ailleurs que quand je faisais le rond, ça marchait pas. C'est parce qu'il n'y a pas de rond là-dedans. Il me semblait qu'il y avait un truc à la base, mais ça a peut-être changé ou j'ai juste peut-être oublié. Ensuite, on a une partie interface de navigation à une main qu'on peut activer si on a envie, et ça en fait ça se passe comme ça. Vous faites un geste sur le côté, ça vous permet d'avoir d'avoir un petit écran, et hop, vous cliquez, vous appuyez dans une zone vide et vous revenez sur l'écran initial. Et vous pouvez aussi demander à naturellement changer le pavé sur un côté ou l'autre si vous n'avez pas éventuellement la main assez grande pour entrer ce genre de choses. Donc les numéros, le clavier ça doit le faire aussi. D'ailleurs le clavier par défaut. Que dire de plus? Je pense que ça va être tout ici pour les paramètres. Après le multitâche s'affiche de cette façon là, qui est pas mal. Ça marche bien. C'est pas la même façon que sur le Mate S d'ailleurs. Et vous pouvez tout supprimer comme ça si vous avez envie. Bon, là, je vais aller très très vite. Ça va vous sembler peut-être un peu frustrant pour certains, mais concrètement, vous avez vos contacts, numéro de téléphone, vos contacts sont synchronisés bien sûr avec Google. Et je peux pas défiler, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave, normalement on peut défiler. Voilà, vous avez vos contacts ici. Vous avez aussi ce truc-là. Vous pouvez afficher votre profil avec un QR code. Ce genre de truc là, c'est vos contacts, là c'est les textos. Au début, il faut toujours autoriser là, la première fois. C'est parce que je ne l'ai pas ouvert parce qu'en fait, il n'y a pas de nouvelles fonctions par rapport à ce qu'on a avant. Donc là, on a le clavier de base qui est en association avec Swipe. Donc vous avez les tracés, etc. Tout le tralala. Ça marche bien, blablabla. Je dis toujours la même chose sur les claviers. Il est temps qu'on aille un peu plus vite sur toutes ces parties. Ça commence à saouler. Mais concrètement, vous avez un très bon clavier de base et vous pouvez le remplacer si toutefois vous en étiez non satisfait. Alors, on va passer à l'interface photo, ça va être plus intéressant parce que là, il y a des choses qui ont changé. Et il y a des choses à dire aussi positives et négatives. C'est-à-dire que, première chose, une inconsistance d'ergonomie qui est classique chez Huawei, c'est qu'ils partent du principe que vous ne prendrez des photos que en mode portrait. Mais en même temps, ils aimeraient bien que vous les preniez en paysage parce que c'est comme ça qu'on prend des photos de base. Mais par exemple, le mode professionnel, ça c'est pour moi c'est une blague ça, mais le mode professionnel, il n'affiche les informations là. Je suis passé un peu vite, mais en gros vous avez un mode pro qui se tire comme ça. Et bien il va afficher tout comme ça, un peu comme chez Apple. J'ai l'impression que Huawei prend que les mauvaises choses de chez Apple pour les mettre dans ses interfaces. Et là on a toutes ces données-là, qui demandent quand même, je veux dire, c'est du texte, hein, c'est pas des icônes. Et bien, si vous prenez une photo dans ce sens-là, elles vont rester dans le sens portrait. Et ça, je trouve que c'est complètement abusé. Ça devrait tout simplement basculer en bas de l'écran. Bon, ça c'est un détail, mais vous le verrez un petit peu partout dans l'interface. Ah, bah, par là, mais vous le verrez dans l'autre sens. Et c'est ça qui est drôle, en fait. Ça n'a pas de sens. Mais si vous affichez ça, vous avez différents modes de photo. Je suis en quoi là? Non, tout va bien. Donc là, j'ai le mode embellissement, on va tous les regarder. Embellissement, c'est mode beauté, hein, vous connaissez. Vous avez l'embellissement en vidéo également, qui va lisser votre peau, etc. en vidéo. Notez que, moi je sais que c'est la même chose normalement sur celui-là, mais par exemple, quand je suis sur Skype, en caméra frontale avec le Mate S, ça va lisser ma peau, et j'ai pas les réglages. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une peau super lissée, très stylée. En fait, c'est assez moche, et vous allez avoir des remarques de vos interlocuteurs, qui vont se moquer de vous. Vous avez le light painting qui est éventuellement là, ils ont tout bien renommé, ça c'est bien, parce qu'avant c'était mal traduit, filigrane, si vous connaissez Huawei, vous savez de quoi je parle. Alors, la plus intéressant,
monochrome, ça n'a aucun intérêt là parce que voilà. Mais en gros là ça va capturer, alors vous n'allez pas le voir, mais là je passe mon doigt en fait sur juste l'optique qui est à gauche. En fait l'optique qui est à gauche c'est la monochrome, là vous voyez rien à cause du focus, voilà. Et donc en fait vous allez capturer de très très belles photos en monochrome. Et c'est du vrai monochrome. Et c'est honnêtement très chouette. C'est très très chouette pour ceux qui aiment donner un style un peu particulier, mais qui veulent le faire entre guillemets en natif. C'est très très bien. Très très bien. Un mode HDR qui est pas très très marqué, mais c'est pas dramatique. Cliché nocturne, hein, vous bougez pas trop et normalement la photo de nuit est optimale. Mode ralentir, ajustement de document. Vous prenez un document en biais, vous pouvez le mettre droit. Mode photo de base ici, vidéo panoramique, timelapse et note audio. Ok, donc ça c'est l'interface de base avec tous ces modes qui sont ici. Ensuite vous avez ça, et là c'est encore drôle parce que bah, vous voyez, je suis en paysage et enfin, il peut pas me le mettre en portrait, enfin, bref, en paysage. Donc là vous changez la définition, vous êtes en 12 max en format 4 tiers, vous avez un mode de film, alors ça s'appelle mode film. Mais concrètement, ce que ça fait, c'est ça change les couleurs. Vous avez des couleurs vives ou douces, et ça, effectivement, ça fait ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode vif, et ben, ça va vous balancer des couleurs très très criardes, si vous êtes chaud pour ça. Et à l'inverse, les douces, c'est en dessous de standard, c'est-à-dire que c'est un petit peu pâle. À vous de voir ce que vous mettez. De base, c'est standard, et ça marche très bien. Grille de composition, vous avez des grilles classiques, après vous avez des grilles Phi, vous avez la spirale de Fibonacci. Fibonacci. Pour ceux qui savent pas, je peux pas vous expliquer, c'est le nombre d'or, là, machin truc, vous connaissez je pense, moi je suis pas un expert en photo, vous avez tous râlé, mais voilà, c'est ce truc là, ça permet de bien composer votre cliché à partir de votre smartphone, si éventuellement c'est quelque chose qui vous branche, sinon vous pouvez faire désactiver. Contrôle audio pour dire cheese, ça prend la photo, prise de photo au toucher, vous touchez l'écran, ça prend une photo, suivi d'objet, vous appuyez sur l'écran sur l'objet en question et ça va le suivre à peu près bien. Et c'est à peu près tout, sauf que quand vous mettez en mode pro, vous avez des settings en plus. Vous avez la capture en format RAW, qui est pas mal, ça va vous balancer du JPEG et du RAW. Et le RAW, c'est du DNG, il me semble, parce que je crois pas qu'il y ait d'autres standards pour le... Si, peut-être, vous me direz dans les commentaires. Vous pouvez régler la lumière auxiliaire d'autofocus, je sais pas pourquoi on l'a pas hors mode professionnel. Vous avez la possibilité de basculer en mode silencieux. Ça c'est marrant, là je crois qu'on l'avait pas juste avant. Bref, peu importe. Donc voilà. Donc ça c'était pour... Ouais, et tu... Non? Au revoir. Voilà pour ça. Le mode pro, vous l'avez vu, hein. Il y a plein de petites fonctions, c'est assez sympa. Enfin c'est un classique, hein. Vous avez le focus manuel, l'exposition, les ISO, etc. Là vous avez, vous avez des petits effets comme ça. Et c'est honnêtement... J'ai régulièrement des petits problèmes tactiles. Alors je sais pas si c'est mes doigts, hein, dites-moi si vous avez le produit et que vous n'avez pas ce problème-là. Moi ça m'arrive souvent d'appuyer sur des icônes dans l'interface, mais que dans l'appareil photo j'ai l'impression, et ça fait ce genre de truc, c'est assez bizarre. Et là, c'est pour régler l'ouverture. Alors vous pouvez changer la profondeur de champ, vous pouvez ajuster la profondeur de champ, mais ça fait des effets assez étranges. Quand vous êtes en fait, ce qu'il faut, c'est être entre deux. C'est-à-dire que si vous êtes dans la fonction max, que vous mettez comme ça, normalement il fait le focus et après je peux ajuster comme ça. Si vous mettez au max, ça va créer une sorte de flou d'arrière-plan qui est assez très marqué même, mais ça va quand même flouter un peu les contours du sujet, c'est pas le but. Donc voilà, la caméra frontale, hop, avec le niveau de qualité, et vous pouvez pas me voir mais c'est pas grave, vous en foutez, et on a un embellissement qu'on peut mettre au max éventuellement. Un truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas de focus sur la caméra frontale. Ça me perturbe un peu parce que je me dis, c'est pas... Est-ce que normalement il y a un focus? Je ne sais pas, en tout cas c'est un focus fixe, ça vous permettra de prendre vos clichés, ils seront toujours nets, parce que de toute façon vous pouvez pas simuler de profondeur de champ sur la caméra frontale, en tout cas bah, sur ce terminal là. Et là je vais repasser en caméra principale, on était en vidéo, mais il veut pas rester en vidéo, voilà vous appuyez là, ça capture. Et c'est à peu près tout. Moi, je trouve que l'interface photo est un peu lente. Voilà, je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être remarqué là. La capture est pas forcément rapide, l'interface est un peu lente. Parfois, ça va faire des petits trucs tactiles bizarres. Je peux pas vous l'expliquer. Je ne sais pas si vous aurez ce genre de choses.
Et wow, on peut jouer avec la lumière, c'est génial. Alors, la galerie, elle ressemble à ça. C'est du grand classique. Vous avez vos albums, vous avez cette zone ici où vous pouvez voir toutes vos photos. Je vous mettrai certaines photos dans l'article. Je vous mettrai un lien dans la description pour le test écrit. Si ça vous intéresse, vous aurez les échantillons, vous aurez ce genre de choses. On peut changer le thème éventuellement. Moi, j'ai mis ce thème-là. De base, il utilise un thème plus sombre. Mais remarque, j'ai mis le fond d'écran sombre derrière, donc ça sert à rien. Et quand on personnalise, on peut changer les icônes en fonction de différents packs, etc. Ça, c'est bien. On a la musique également ici, avec ce lecteur qui est devenu, qui est un classique touch, j'allais dire TouchWiz. C'est pas mal, ça, Emotion UI. Bon, on va se lancer un petit, peut-être pas ça, on va se lancer ça. Alors heureusement, le haut-parleur est en bas. Je dis heureusement, pourquoi? Parce que comme le terminal est complètement plat, ce serait assez problématique s'il était derrière. La qualité du haut-parleur, on va en parler dans un instant. C'est un haut-parleur qui est plutôt puissant. Après, si vous le mettez sur une surface comme ça, le son sort de là et ça va un petit peu on va dire, se rebondir entre guillemets. Donc ça, c'est juste à noter. Cela étant dit, voilà, c'est une qualité qui est pas mal. Et c'est surtout un volume qui peut être assez élevé, donc ça peut être éventuellement intéressant. Il n'est pas en frontal, c'est peut-être dommage, ce serait bien quoi Huawei s'y mette éventuellement, ça peut servir, moi personnellement je sais que j'aime bien, mais il est ici, il est assez bien placé, ça fonctionne, ça fait le boulot. Un lecteur vidéo, bon je sais pas, c'est pas forcément très intéressant, mais voilà, le lecteur vidéo ressemble à ça. Fort bien. De toute façon, si vous voulez lire des fichiers qui sont un peu atypiques, vous avez sur le Play Store une pléthore une sélection remarquable, on va dire, de lecteurs vidéo. Donc vous pouvez aller voir ça, type VLC, etc. Voilà, le calendrier qui ressemble à ça, qui est pas mal. C'est pas le meilleur des calendriers sur le marché aujourd'hui sous Android, je trouve. Esthétiquement parlant, il est réussi, mais je sais pas, il manque peut-être des choses. Cela étant dit, vous avez la vue mois, vous appuyez sur la date et vous avez les événements en dessous. Vous avez une vue semaine qui est pas dégueu, et puis de jour, c'est avec les heures, etc. Vous pouvez, non, je croyais que vous pouvez faire ça, je me rappelle pas. Mais voilà, concrètement, c'est pas l'interface de l'année, mais elle est quand même loin d'être mauvaise. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est le gestionnaire du téléphone, qui permet de faire une vérification en tâche de fond, là, hop, il a terminé. Ensuite, on peut optimiser, alors il va sûrement enlever des fichiers temporaires, il va nettoyer un peu la RAM, voilà, s'amuser à faire ce genre de choses. Et c'est aussi, on va dire, ce système globalement qui va pouvoir vous dire, attention, il y a telle application qui essaye d'envoyer trop de notifications, est-ce que vous voulez les enlever? Est-ce que cette application consomme trop d'énergie? Est-ce que vous voulez la désinstaller, etc., etc. Ça va vous permettre de gérer également, ils appellent ça le filtre anti-harcèlement, c'est pour créer une sorte de blacklist, et même c'est pas qu'une sorte, c'est absolument une blacklist. Les beaux jours reviennent, on le voit sur ma main, et ça tombe bien parce que vous aurez envie de maigrir pour être super sexy sur la plage. C'est bien parce que Huawei propose une application qui s'appelle Santé, qui vous permet de traquer votre poids. Vous faites comme ça, vous mettez saisie manuelle, etc. Ensuite, vous pouvez traquer les calories. Ça, je sais pas comment ça marche. Parce que quoi c'est quoi les calories dépensées ou les... Ouais, c'est les calories dépensées. Et vous, la distance, je crois que c'était l'inverse, la distance parcourue. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire commencer l'exercice. Et même de base, il va compter vos pas, hein, mais... Commencez l'exercice et vous pouvez dire voilà, je veux courir 5 km, je veux faire du vélo pendant 10 km, je veux marcher pendant 100 km, ce genre de choses. Et ça, c'est cool. Ça, si je ne me trompe pas, c'est nouveau. Un moyen quoi il doit y avoir moyen de la télécharger sur le Play Store, à vérifier en tout cas. Mais ça, c'est une belle application proposée par Huawei. Ensuite, vous avez le client email proposé par défaut qui est propre. Et puis bien sûr, si vous n'avez pas envie d'utiliser celui-là, vous pouvez basculer sur les applications Google, utiliser le client Gmail proposé par défaut. C'est à vous de voir, c'est un grand classique. Dans les outils, vous avez la météo, la calculatrice, le bloc-notes, l'enregistrement sonore, voilà, qui permet de faire ça. Je regarde juste s'il n'y a pas, parce que il me semblait que Huawei avait aussi, c'était un peu amusé avec différents modes, genre mode réunion et tout, il n'y a pas l'air d'avoir ça là. Miroir boussole, et ça va être tout ici.
Lanceur Google, l'horloge là-bas, bah, ça c'est mes trucs à moi que j'ai installés. Donc voilà, par défaut, on a quand même quelques fonctions. C'est pas la fête du slip, on va dire, des options, des fonctionnalités. Mais c'est quand même pas mal. Emotion UI n'évolue pas trop, n'a notamment pas évolué avec Marshmallow. Et c'est pas la plus belle des surcouches. Enfin, c'est une surcouche qui est pas moche, attention. Moi j'ai bien aimé quand ils ont déployé la version 3.0 parce que honnêtement, tout ce qu'il y avait avant la version 3.0, là on pouvait dire que c'était assez hideux. Mais depuis, c'est pas moche, c'est juste que ça commence à dater. Depuis le quoi? C'est le Mate 7, le Mate... Quel Mate? Il y avait un des Mate, le Mate 7, depuis le Mate 7 je crois qu'on a 3.0. Et là on est au Mate 8 et on a eu le P8, on a eu le P9, on a eu le Mate S. Enfin je veux dire, voilà, il serait peut-être temps Huawei de passer à quelque chose d'un petit peu différent, de changer les icônes, etc. Bon c'est un détail, mais voilà, je tiens à le mentionner. Bon, et côté performance, dans l'interface, il tourne bien, il n'y a pas de problème. Sur le web, je vous ai pas montré, mais voilà, on va regarder ça. Envoyer des rapports, oui, effectivement, envoyer tous les rapports à Google. On va pas faire de test de grossesse aujourd'hui. Et on va aller sur test mobile. Et pendant ce temps-là, je vous parlais des perfs, parce que c'est un terminal qui est pas mauvais niveau performance. On a quelque chose dans l'interface qui fonctionne assez bien. Maintenant, vous avez vu, peut-être dans le... Interface photo, il y a quelques trucs tactiles bizarres, mais je ne l'ai pas constaté ailleurs, donc c'est peut-être l'interface photo qui déconne un peu, je ne suis pas sûr. Maintenant, dans les benches, pour passer ça, j'en ai passé quelques-uns. Là ici, sur Antutu 6.0, on est à 95 500, ça le place en top quand même, il est pas mal, hein. Il est en dessous d'un apparemment 6S et 7H+. Bon après, il n'y a pas tous les produits dans la liste, hein. Je vois pas le S7 par exemple, donc fais attention, hein. Tout ça parfois c'est pas très précis. Sur 3D Mark, au test Slingshot 3.1, ES 3.1, je sais pas ce que ça veut dire. Il score 957 points, donc faut descendre. Et donc voilà, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable sur ce test-là. Et pour finir sur le Geekbench, dans sa version 3, avec cette interface absolument gustative, vous verrez pas là, le résultat, parce qu'on peut pas, je crois aussi. Non, ça c'est les battery tests. Ok. Bah, il score, je l'ai noté 6190, ce qui est pas incroyable, mais vous pourrez comparer à d'autres tests. Si vous allez sur le site de Geekbench, vous pouvez voir tous les autres produits, ça peut éventuellement vous aider. Après, moi j'ai testé dans des jeux, alors bon, j'ai testé différents jeux, notamment celui-là, Breakneck, qui est fait par une boîte qui s'appelle Pickpock, et qui est pas mal. Alors, je me suis pris le doigt dans une pince. Il faut pas essayer de faire semblant de bricoler parce que ça marche pas. Et ça, honnêtement, ça tourne bien. J'ai lu d'autres tests qui disaient qu'il y avait des problèmes de framerate, de FPS, on va dire. J'ai testé quoi? Là, j'en ai deux. J'en ai testé un autre en plus que j'ai désinstallé. Franchement, je sais pas, ça m'a pas marqué. Je peux me tromper, comme souvent. Mais en l'occurrence, j'ai pas trouvé qu'il était spécialement mauvais. Mais j'ai déjà joué, pourquoi tu me... Oui, bon, ok, allez. Hein, on va s'appeler Butter Jeudi. C'est un bon nom, Jeudi. Voilà. Et quoi d'autre? Est-ce qu'on peut jouer à ce jeu? Est-ce que ça se passe comment? Ok. J'aime bien les jeux où l'interface est claire. Alors là, vous voyez quand même dans l'interface, c'est un peu saccadé. Alors vous avez pas vu parce que c'était flou, mais c'est pas forcément très grave. Mais là, c'est vrai que c'est un peu saccadé, mais comment savoir si c'est les développeurs qui ont fait un boulot de sagouin ou est-ce que c'est Huawei qui s'en sort pas très bien? Mais cela étant dit, là, maintenant qu'on a de la 3D, là, hop hop hop, eh bien écoutez, c'est pas mal quoi. Enfin, j'ai pas de reproche particulier à faire. Voilà, et puis après vous appuyez les deux en même temps et oui, et regardez, moi, enfin, je sais pas, c'est propre quoi. Y a pas de souci. Voilà, très très bien. Donc bon, ça marche bien. Après, je peux pas vous dire que vous aurez des performances incroyables dans encore 2 ans, étant donné certains scores au bench. Mais ça, faudra voir dans 2 ans. Ensuite, niveau autonomie, moi ce que j'ai eu, c'est un score de 57% à mon test classique d'autonomie. Je vous mettrai la courbe dans le lien du test écrit. Lien du test écrit qui doit être quelque part dans la description s'il a été publié, sinon repassez plus tard. 57% c'est pas mal, surtout que... Enfin, c'est pas mal. C'est pas incroyable, mais il faut noter surtout que c'est 22% qui ont été bouffés par 1 heure de jeu en 3D.
C'est-à-dire que concrètement, moi ce que j'ai constaté c'est une grosse journée d'autonomie, ce qui n'est pas forcément incroyable, mais vous pourrez aller un peu plus loin si vous n'utilisez pas forcément des jeux en 3D ou des applications qui sont un peu lourdes. Ce genre de choses, il y a un truc que j'ai pas mentionné, je vais le mentionner maintenant, c'est qu'il chauffe beaucoup cet appareil. Et je le mentionne là parce que c'est toujours lié, les performances, l'autonomie, voilà. Mais c'est un terminal qui chauffe beaucoup. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il chauffe un peu en jeu, etc. Ça c'est, on va dire, plus classique et c'est assez modéré. Mais par contre, quand vous utilisez l'appareil photo, au niveau de là-haut, là il est un peu tiède mais c'est acceptable. Mais quand vous l'utilisez en photo, toute cette zone supérieure, elle devient vraiment chaude. Et ça en devient pas désagréable, mais presque. C'est-à-dire, vous prenez des photos et vous sentez votre terminal est tout chaud. C'est pas très rassurant, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Surtout que la montée en température, ça a tendance à brider les performances. Je l'ai pas forcément constaté, mais attention à ça tout de même. Et puis voilà, donc je disais une grosse journée d'autonomie, 22% sur les usages lourds, donc c'est assez raccord, c'est-à-dire que souvent les terminals qui chauffent, ils consomment beaucoup en utilisation lourde. Et c'est le cas avec cet appareil. Donc niveau autonomie, je suis quand même pas spécialement content, mais si vous ne comptez pas l'utiliser régulièrement en jeu en 3D, éventuellement ce sera suffisant pour vous. Bon, et pour finir, avant de conclure, bien sûr, niveau qualité photo et vidéo. C'est finalement un des sujets clés de cet appareil parce que faut bien remarquer que Huawei a vraiment mis en avant le deal qu'ils ont fait avec Leica. Ils ont même lâché beaucoup de flouze. Si vous regardez sur leur site internet, ils ont pris 2 acteurs connus dont j'ai oublié les noms à l'instant maintenant et à la limite on s'en fout, mais qui coûtent une blinde à mon avis. Donc si vous voulez, voilà. Les égéries du P9 là, c'est des gens qui coûtent au moins 1 ou 2 millions de pièces peut-être. Peut-être moins quand même, faut pas déconner. Mais donc, est-ce que derrière il y a quelque chose ou c'est juste du blabla? Et ben je vais essayer de vous répondre avec vraiment mon regard non professionnel de la photo que vous connaissez. Donc en photographie, de jour comme de nuit, j'ai trouvé les couleurs vraiment bonnes. C'est-à-dire que j'ai regardé sur un écran calibré hein, et je vous mettrai les échantillons bien sûr sur le test écrit. Mais les couleurs sont vraiment bien. C'est-à-dire que c'est ce que vous voyez à l'œil nu. Il y a des contrastes qui sont parfois peut-être un peu marqués, mais globalement c'est top. Alors attention bien sûr, hein, là ici j'avais testé les différents modes film. Si vous mettez un mode film un peu plus vif, ben forcément ce sera plus vif, mais vous l'aurez cherché puisque c'est vous qui aurez configuré cette option. Mais les couleurs sont bien. Il y a juste peut-être un truc, c'est un poil vif. Mais c'est toujours agréable. Et là, je veux dire, il faisait beau, les couleurs sont vives, il n'y a pas de problème, c'est normal, tout va bien. Le focus se fait rapidement, à peu près. Mais de près, quand vous voulez faire de la macro, c'est pas possible en fait. Vous pouvez pas vous rapprocher trop du sujet et du coup ça fait que vous êtes obligé de vous mettre à ce genre de distance et peut-être éventuellement de zoomer. Donc ça c'est pas incroyable. Ça c'est un peu dommage. Alors le système de profondeur de champ. Qu'on a testé tout à l'heure, je vous ai dit, ça crée des petits... alors je vais essayer de vous montrer ça, parce qu'en fait, ce qui va se passer... Wouhou, vous voyez, niveau performance, c'est pas mal. Donc vous avez différentes possibilités, mais sinon, moi, je trouve que niveau détail, tout ça, c'est pas mal. Alors, il faut pas trop zoomer forcément, mais ça fait le taf. Et attendez, je suis en train de défiler dans tous les sens, mais je crois que j'ai... Voilà. Alors, ça, voilà, c'est un très très bon exemple. Je vais me rapprocher un peu plus pour cet exemple-là. C'est une photo d'une fleur, là, avec l'ouverture au max. Et en fait, au minimum, ça donne ça. C'est-à-dire que vous voyez, les contours de la fleur, ils sont bien définis. Mais j'ai quand même cet effet bokeh à l'arrière. Mais quand je le mets au max, ça fait du flou autour. Et tout d'un coup, la photo, elle est assez bizarre. C'est à vous de jouer avec les settings. Essayez pas de forcer trop, si vous mettez à mi-chemin, et écoutez, vous aurez un résultat qui sera peut-être pas trop mal. Mais ce qui est bien, c'est un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous pouvez ajuster cet effet-là de profondeur de champ. Quand le mode est activé, bien sûr, vous pouvez l'activer dans les settings après. C'est quelque chose qu'on avait aussi sur le MyTest, si je me trompe pas. Là, sur ce produit-là, c'est spécialement visible. Là, vous voyez, je suis au minimum, et là, si je remonte, bam, ça fait un gros effet de flou, et vous voyez pas, mais les bords sont flous, hein. Mais c'est intéressant. C'est intéressant d'ailleurs, le centre aussi est un peu flou, donc attention à ça. À vous de tester différentes choses, mais c'est pas infaillible, loin de là. Pareil ici sur ce cliché là.
Mais on peut quand même simuler quelque chose. Mais bon, ça c'est un truc, voilà, là vous voyez tout ça, c'est flou. Bref, donc ça c'est à noter quand même, faites attention si vous utilisez ce mode, faut pas trop pousser mémé plutôt, mémé dans les orties. À côté de ça, de nuit, moi j'ai trouvé que c'était bruité, mais que les couleurs étaient bonnes, donc ça c'est pas mal. Et en vidéo, on va regarder ça tout de suite, je vais essayer de vous sortir une vidéo qui soit pas trop naze. Voilà, j'essaie de vous mettre ça peut-être avec un format un peu monté sur YouTube. Mais concrètement, vous avez des couleurs qui sont bonnes, pareil que en photo. Vous avez un son qui est très bien. Je sais pas, c'est un peu bruité, ça souffle un peu en arrière, enfin derrière, mais c'est normal. Enfin, c'est classique, c'est pas incroyablement gênant. J'aurais peut-être aimé un peu plus de définition. Allez, on va demander un peu plus que du Full HD, mais là c'est pour être exigeant parce que honnêtement c'est pas forcément gênant. Mais c'est vrai que quand on regarde en full screen sur son écran, je sais pas, c'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Moi j'ai un écran Full HD, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Je trouve que c'est quand même pas parfait, et c'est peut-être même pas qu'une question de définition. C'est probablement le capteur qui est peut-être pas assez bien en vidéo. Mais bon, c'est quand même très très bien. En tout cas, c'est super propre, et de nuit, ça passe aussi. C'est bruité, mais les couleurs sont bonnes. Et ça, c'est important. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas été bluffé par cet appareil photo. Il m'a pas... voilà, j'ai pas été aussi bluffé que peut-être certaines personnes disent. J'ai lu des articles qui disaient, oui, c'est le réflexe smartphone. Réflexe dans le sens appareil photo, etc. Je suis pas d'accord, c'est bien, c'est très bien, mais on est loin d'être parfait. Mais cela étant dit, voilà, c'est quand même quelque chose c'est quelque chose qui est pas mal, qui est même plutôt excellent pour un smartphone aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en haut de gamme, bah, c'est bien que Huawei se réveille sur l'appareil photo, même si, je sais pas, le Mate S c'est pas dégueu. Mais tous les autres font aussi de très très bons appareils photo. J'ai hâte de tester le HTC 10, le G5 notamment. Et donc on va conclure sur ce petit P9. Donc, joli design. Moi je trouve qu'il est réussi. On l'a déjà vu, c'est ce genre de truc on a vu plusieurs fois, ce genre de design là, mais il est réussi, il faut bien le reconnaître. C'est un terminal qui a un écran que je peux qualifier de décent. Je dirais qu'il est bon, mais on va dire qu'il est un peu plus que décent. Il a un appareil photo qui est globalement sympathique, avec notamment de belles couleurs, de beaux contrastes, etc. Donc ça, c'est toujours très très bien. Un scanner d'empreinte digitale qui fonctionne correctement. Et USB de type C, je l'ai mis entre parenthèses. Parce que pour moi, c'est un standard, donc c'est bien. Enfin, c'est un standard qui est en train de s'installer, donc c'est bien qu'on l'ait. Et c'est bien que les constructeurs commencent à se bouger les fesses là-dessus. Mais en soi, c'est pas un point positif. En fait, on s'en tape un peu tous, quoi. À côté de ça, on a la chauffe. Ça, c'est pour les points négatifs. On a la chauffe qui, pour moi, est quand même un défaut. C'est pas le plus gros des défauts. Il n'y a pas d'ordre de priorité dans les points négatifs. Ni d'ordre logique, d'ailleurs, comme vous allez le voir. Ensuite, donc ça c'est la chauffe, c'est pas terrible. Ensuite il y a les points d'ergonomie, donc il y a plein de petits trucs. J'ai mis entre parenthèses ce point négatif parce que je souhaitais le mentionner, mais c'est pas non plus dramatique. C'est le fait qu'il glisse, c'est le fait que le scanner d'empreinte digitale soit un peu haut, c'est la barre ici qui est un peu trop haute. C'est des petits détails et je me dis ok, ça plus petit, le scanner un peu en dessous, et puis une matière qui glisse un peu moins, et on est parfait. C'est surtout ça le problème, c'est pour chipoter, voilà. Et le focus de près en photo qui est pas ouf. Et l'autonomie, je le mets dans les points négatifs. Pour moi, il est à mi-chemin parce que c'est moyen. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur du haut de gamme, plus de 500 €, on espère quand même avoir une journée et demie, 2 jours d'autonomie. Allez, ce serait quand même bien aujourd'hui, en 2016, s'il vous plaît. Bah, c'est pas le cas forcément avec ce produit, surtout si vous avez décidé de l'utiliser comme un smartphone à 500 €, à savoir de le provoquer dans des applications lourdes, etc. Voilà, ce sera tout pour mon test du Huawei P9. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Si vous êtes intéressé par l'appareil, n'hésitez pas à cliquer dans la description, je vous mets le lien vers le test écrit, je vous mets également le lien sur Amazon si vous avez envie de l'acheter. Normalement il est à 550 €. Je sais pas, il y a 2 couleurs pour l'instant, j'espère que vous trouverez d'autres couleurs si éventuellement ça vous intéresse. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça se trouve quelque part par là sur YouTube, à vous abonner si c'est toujours pas le cas, et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut.